L'incroyable vol du Louvre en plein début de matinée le dimanche 19 octobre 2025. Le casse du siècle qui fait parler à l'international. Et on va dire que c'est plutôt honteux. Vous avez sûrement vu passer l'info et il fallait que j'en parle aussi, revenir sur les objets volés, ce que peuvent en faire les voleurs et a-t-on espoir de les retrouver ? Alors si j'ai volontairement laissé couler quelques jours avant de faire ma propre vidéo sur le sujet, c'était pour voir si l'actualité allait nous annoncer une bonne nouvelle, celle de retrouver les objets volés. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Dimanche matin donc, vers 9h30, un groupe de voleurs a utilisé un camion élévateur et équipé de gilets jaunes laissant penser qu'il s'agissait de travaux, se sont glissés sur un balcon de la galerie d'Apollon. S'aidant d'une disqueuse pour ouvrir une vitre, ils se sont ensuite introduits dans la galerie et ont volé 9 objets de la collection des bijoux de la couronne de France. En 8 minutes, les voleurs s'étaient déjà enfuis à scooter, abandonnant leur matériel de braquage sur place, ainsi qu'un des objets volés, la couronne de l'impératrice Eugénie, retrouvée endommagée. Peut-être est-elle tombée dans la fuite précipitée des voleurs. Parlons donc des objets disparus. On parle de joyaux de la couronne, car il s'agit de bijoux inestimables faisant partie de la collection des parures des reines ou impératrices de France. Ici, tout date du 19e siècle. Car en effet, la France est déjà assez pauvre en joyaux de la couronne, étant donné que bon nombre ont déjà disparu au cours de la Révolution française. La disparition de ces pièces est donc d'autant plus catastrophique. Commençons du plus ancien au plus récent, de l'époque Premier Empire de Napoléon Bonaparte, 2 pièces. Les boucles d'oreilles et le collier en émeraude et diamant de la parure de Marie-Louise. Ces bijoux de 1810 appartenaient à Marie-Louise d'Autriche, la seconde femme de Napoléon, qui lui donnera un fils. De l'époque Premier Empire puis Restauration, 3 pièces ou 3 ensembles. Les boucles d'oreilles, le diadème et le collier de la parure de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense. Tous 3 en saphir et diamant. Hortense est la fille de Joséphine de Beauharnais, première épouse de Napoléon Bonaparte. C'est donc sa belle-fille, mais également la mère du futur Napoléon III. Elle fut reine consort de Hollande entre 1806 et 1810. Quant à la reine Marie-Amélie, elle fut la dernière reine de France, celle de Louis-Philippe Ier, entre 1830 et 1848. Enfin, dernière période, Second Empire, 4 pièces dont une retrouvée, appartenant tous à l'impératrice Eugénie, il s'agit de la femme de Napoléon III. On trouve le diadème, la broche reliquaire et le grand nœud de corsage, auquel ils font donc rajouter la couronne dont j'ai parlé qui a été retrouvée endommagée. Mais que peuvent vraiment faire les voleurs de ces pièces ? Elles sont évidemment invendables telles quelles sur le marché. Que faire alors ? Les démonter, pierre par pierre, et fondre les métaux précieux ? Pour le collier de la parure de Marie-Louise, on a par exemple 32 émeraudes de 1810 qui ont une valeur entre 50 et 100 000 euros par émeraude. Mais les pierres de ces objets étant classées et identifiées par leur forme, nombre de facettes, détails internes, qui sont des vraies cartes d'identité des pierres précieuses, impossible de les revendre telles quelles, sur un marché qui surveillera forcément leur arrivée éventuelle. Le seul moyen d'espérer les vendre est donc de les retravailler pour les rendre intraçables. Une pierre retaillée change donc d'identité, mais cela nécessite des complicités d'experts en joaillerie pour un travail très long sur ces milliers de pierres dérobées. Des pierres retaillées perdant donc en masse et du coup grandement en valeur. Mais on parle tout de même de dizaines de pierres précieuses et milliers, oui, bien milliers de diamants, mais de pureté très moyenne. J'ai vu passer le chiffre de 88 millions d'euros pour ces pièces, sauf que ce qui fait la valeur inestimable, entre guillemets, c'est leur histoire patrimoniale. Délitées en morceaux, les quelques grammes de métaux fondus et les pierres retaillées vont faire perdre la valeur de l'ensemble au moins d'un facteur 100. Dès lors, on peut se demander, est-ce vraiment rentable de prendre le risque de ce casse pour a priori même pas 1 million d'euros de gains, et ce s'ils arrivaient à écouler des milliers de pièces, ce qui n'a rien de simple. Ce n'est pas la première fois que ce type d'objet est visé, et un précédent vol dans cette même galerie Apollon avait déjà eu lieu en 1976, concernant l'épée de Charles X, dotée d'une garde faite de nombreux diamants qui n'a jamais été retrouvée. Alors,
est-ce que ces bijoux vont disparaître également, ou est-ce qu'ils seront finalement abandonnés car pas assez rentables, à la manière du vol de la Joconde au début du XXe siècle, et oui, et rendu car invendable. Bon alors, et moi, qu'est-ce que j'en penserais personnellement de cette histoire? Évidemment que c'est un drame, je suis scandalisé de l'affaire. Pour moi, c'est dramatique de perdre des objets de patrimoine aussi importants et aussi rares, vu qu'on n'en a pas beaucoup. Donc forcément, ça pose des questions sur la sécurité, etc. Donc on va en parler un petit peu. Quant à tous les commentaires que je vois passer disant « Haha, la France qui vole, elle s'est fait voler à son tour, haha, bien fait !» Surtout venant à 90% des défenseurs de la surpuissance et de la vengeance africaine, il faudrait savoir que aucune de ces pierres ne vient d'Afrique. Tout simplement parce que le premier diamant a été découvert en Afrique en 1867, donc bien après la fabrication de ces colliers. D'où viennent les pierres? Alors, il y en a qui ont été achetées en Inde, il y en a qui ont été offerts par d'autres États, ou d'autres simplement qui faisaient déjà partie du patrimoine français, comme les 2 diamants Mazarin de la broche reliquaire qui étaient déjà portés par Louis XIV. Alors certes, les cambrioleurs, ils ont laissé des traces dans leur fuite. Alors on a retrouvé 2 disqueuses, un gant, un talkie-walkie, un chalumeau et une couverture, autant d'indices qui sont étudiés de très près pour essayer de tenter de repérer des traces ADN pour identifier les voleurs. Alors, ce n'est pas la première fois, d'autres vols ont eu lieu au Louvre au cours du XXe siècle. Je l'ai dit, au début du XXe siècle, en 1911, c'est la Joconde qui a été volée et rendue. Il y a eu d'autres vols, dont celui de 1976 où c'est l'épée de Charles X qui a été volée et disparue, comme je l'ai dit. Mais plus récemment, seulement le 16 septembre, c'est au musée d'histoire naturelle qu'ont été volées 5 énormes pépites d'or, dont la plus grosse quand même faisant 5 kg et 30 cm de long, venait d'Australie. La valeur estimée de l'or brut, c'est tout simplement à peu près 600 000 €, mais c'est pas seulement ça, la perte, c'est surtout une perte historique et scientifique, parce qu'il faut se dire que cette pierre de 30 kg, elle a un âge estimé d'à peu près 1 milliard d'années. C'est quand même dommage de faire fondre une pierre d'1 milliard d'années. Alors, y a-t-il un problème de sécurité, que ce soit le nombre de caméras, le nombre de gardiens, le budget insuffisant? Alors oui, selon les caméras, il y en a beaucoup, mais il y aurait seulement à peu près un tiers des salles du musée, qui est gigantesque, il faut bien penser que la surface du Louvre est titanesque, donc un tiers des salles qui sont couvertes par des caméras, et qu'il y a des gardiens à certains endroits, pas partout évidemment, et que ces gardiens, même si ils ont été alertés lors du vol et qui sont venus dans la salle où il y a eu le vol, ils n'ont pas pu intervenir parce qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir, qu'ils ont été menacés par la disqueuse s'ils approchaient, et que leur priorité en fait dans leurs règles, c'est de sécuriser le public et pas d'intervenir. Donc pas d'héroïsme de la part des agents. Est-ce que c'est suffisant du coup ces agents? À quoi ils servent vraiment dans ce genre de cas? On dirait qu'ils servent pas à grand chose. Est-ce qu'il faudrait y avoir une police beaucoup plus rapprochée? J'ai vu le projet comme quoi d'insérer directement un commissariat, donc proposé par la directrice du Louvre, après l'accident, d'installer un commissariat dans le Louvre, pour qu'il y ait directement la police qui puisse intervenir immédiatement. Savoir que les vitrines également ont été changées il y a pas très longtemps, les quelques années, donc pour mettre des nouvelles vitrines, certes en vitre blindée, mais qui n'ont pas survécu face à la disqueuse, et qui sont d'une mocheté, faut le dire, hein, ces espèces de cubes argentés là, par rapport aux anciens, ça c'est les anciennes vitrines, qui elles étaient déjà plus dans un style par rapport au Louvre, et surtout, en plus des vitres blindées, dès qu'on les touchait, ou qu'il y avait une menace possible, tout tombait dans un coffre-fort sous le socle, donc devenant encore plus invulnérable. Pourquoi ils n'ont pas gardé ce système-là en fait? Ils ont changé pour des vitrines moches, et qui n'ont même pas le même système de défense avec coffre-fort intégré que les anciennes vitrines. C'est quand même dommage. Pour les caméras de sécurité, peut-être surveiller également les abords du musée, l'extérieur, parce qu'il n'y en a pas, ce qui aurait permis peut-être de voir qu'il y avait, un camion suspect qui déploie une échelle le long de la façade. Si on faisait quelque chose. Mais là encore, même si on met 600 caméras, il faut du personnel pour surveiller les écrans, parce que tu surveilles pas 600 écrans en même temps, il faut beaucoup de monde pour ça, et pour pouvoir voir la bonne image à la bonne minute près, parce que ça allait très vite, donc il faut évidemment tomber dessus et surveiller régulièrement tous les écrans. Alors il y a bien un projet Nouvelle Renaissance pour le budget du Louvre, avec 160 millions d'euros alloués a priori à la sécurité,
mais ça tarde encore quelque peu à être mis en place, alors que ça date de début 2025, la mise en place. Bref, tout n'est pas encore perdu pour les bijoux, mais ça s'avère encore compliqué. On ne peut que prier que l'enquête mène à quelque chose et qu'on arrive à les retrouver, ou surtout entiers, quoi, avant qu'ils se fassent déliter et qu'ils soient revendus sur le marché en tant que pierre anonyme parce qu'ils ont été transformés. Mais ça mettra du temps, ils pourront pas le faire en une semaine, transformer toutes les pierres, ça risque d'apparaître seulement dans plusieurs mois, donc le tout c'est de les choper avant que ce soit le cas. Allez, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, et si ça vous dit de rejoindre un Discord basé sur la science et l'histoire, eh ben allez-y, le lien est en bio, et ça vous permettra de rejoindre une communauté, enfin en tout cas de démarrer la communauté, parce que je viens d'ouvrir le Discord il y a peu, donc il ne manque que vous pour former cette communauté. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao.